Un grand merci aux organisateurs et organisatrices pour ce magnifique congrès. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui à Djerba. Voici mes conflits d'intérêts pour parler du suivi des patients qui ont terminé leur traitement oncologique. Alors un certain nombre de patients malheureusement ne terminent jamais leur traitement oncologique, mais il faut savoir que certains patients avec un cancer métastatique vivent de nombreuses années et donc c'est vrai qu'ici on va plutôt se cantonner à ceux qui sont en rémission après la prise en charge de leur cancer. Et donc c'est vrai que je vais reprendre un certain nombre d'éléments qu'a évoqué Ikram dans sa très belle présentation initiale. Donc il faut d'abord, lorsqu'on veut planifier le suivi à moyen et long terme de patients qui ont été traités par des médicaments potentiellement cardiotoxiques dans le cadre de leur prise en charge oncologique, il faut d'abord classer le patient en fonction de sa sévérité, son risque de développement ultérieur de toxicité. Et Ikram l'a très bien montré. En fait, il y a un outil actuellement disponible en ligne qui s'appelle le ICOS Risk Stratification. Vous pouvez même l'avoir sur votre téléphone intelligent et ça vous permet en quelques clics de classer le patient à faible risque, moyen risque ou haut risque. En fait, de façon plus globale, pendant très très longtemps, on a cru qu'il suffisait d'avoir les données d'anthracycline et de doses moyennes reçues au cœur pour permettre de savoir si le patient était à faible, moyen, haut risque ou très haut risque. Et c'est vrai que, comme l'a montré tout à l'heure Ikram, dans ce tableau, vous avez en fait le schéma de suivi de ces patients avec notamment la périodicité des échocardiographies à réaliser à la fin du traitement. En fait, il s'avère que c'est plus complexe que ça parce que nos patients, avant de présenter un cancer, ont déjà des comorbidités, ont des facteurs de risque qui seraient pour certains corrigibles, mais ils ne le sont pas au moment de la prise en charge du cancer. Et donc, c'est vrai qu'il y a une complexité croissante de la prise en charge de nos patients, comme l'illustre en fait cette diapositive, où vous avez ici en haut, un patient qui a très haut risque, qui a été traité à l'âge de 20 ans pour un lymphome de Hodgkin au début des années 2000. Donc, très forte dose d'anthracycline et une radiothérapie en manteau, comme on faisait à l'époque, avec une forte dose moyenne reçue au cœur et qui n'a aucun facteur de risque par ailleurs, classique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un BMI dans les normes, sportif, pas hypertendu, pas tabagique, etc. Et à contrario, vous avez un patient qui... ici est censé être à faible risque tout en bas parce que cancer du sein localisé avec uniquement un traitement par chirurgie et radiothérapie, mais la latéralité à droite fait que la dose moyenne reçue au cœur était très faible. Alors personnellement, moi je n'ai jamais la dose moyenne reçue au cœur à moins de harceler le radiothérapeute et donc du coup en fonction de la latéralité, on peut deviner à peu près où est-ce qu'on se place, mais avec plein d'autres facteurs de risque. Donc voilà, une dame qui est obèse avec un syndrome métabolique, l'hypertension, le diabète, la sédentarité, voire même du tabagisme qui va avec. En fait, on va la reclasser en très haut risque, d'accord, quand on utilise cet algorithme de l'ICOS. Et donc, c'est vrai que le suivi, lorsqu'on regarde les recommandations de l'ESC 2022, vraiment font... appuie énormément sur la nécessité de répéter à des intervalles plus ou moins rapprochés les échocardiographies à la fin du traitement et ensuite éventuellement à vie. Mais un papier de consensus d'experts de la Société internationale de cardio-oncologie publié un an auparavant avait un petit peu élargi le spectre, notamment chez les patients qui ont reçu une radiothérapie médiastinale avec une dose moyenne au cœur d'au moins 5 Gray, avec la nécessité pas seulement d'échocardiographie, c'est-à-dire qu'il faut voir le patient, l'interroger, faire un électrocardiogramme, faire aussi une échocardiographie bien sûr, mais le passage au laboratoire ou en salle d'échocardiographie ne suffira pas à voir tous les autres aspects cardiovasculaires du patient. Et en fait, ils introduisaient aussi la nécessité de faire éventuellement un test d'ischémie à intervalles réguliers, sachant que le niveau de preuve pour cela est relativement faible et que ça dépend bien évidemment du test d'ischémie, parce que si vous faites une scintigraphie myocardique chez un survivant de lymphome à l'âge de 20 ans tous les 5 ans, bah vous l'aurez irradié davantage, d'accord. Donc il faut vraiment être voilà, le plus... Voilà, avoir un raisonnement qui soit en fonction des facteurs de risque du patient. Et donc quand on regarde finalement ces magnifiques tables de l'ESC qui sont extrêmement complètes, mais peut-être qu'au jour le jour, dans la consultation, c'est un peu plus difficile à implémenter d'un patient sur l'autre. Comment fait-on dans le centre dans lequel j'exerce? En fait, déjà, on commence par se poser la question à la fin du traitement, est-ce que le patient a présenté une cardiotoxicité de type insuffisance cardiaque en cours de traitement?
Oui, à ce moment-là, comme le disait Ikram, on le reverra à 3 mois, 12 mois à la fin du traitement. Non. Est-ce que le patient ou la patiente est à haut risque d'en développer un? À ce moment-là, oui, bien sûr, on le reverra dans les 12 premiers mois. Si le patient ou la patiente a présenté une cardiotoxicité modérée ou mild en anglais et qu'elle est résolutive, et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra revoir en fonction de son risque, est-ce qu'on a besoin de le revoir encore? Et dans notre centre, qui est un centre hospitalier, lorsque les patients sont à faible risque et qu'ils ont fait 0 toxicité, en fait, on les réfère en dehors de notre centre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en capacité de recevoir tout le monde. Donc c'est après, en termes de filière de soins, tout dépend comment vous pouvez exercer. Est-ce que vous avez une capacité d'accueil pour suivre pendant 40 ans tous vos survivants de cancer du même centre, ou est-ce que vous pouvez établir des collaborations avec des centres ou des collègues éventuellement en cardiologie libérale, si ça se fait dans votre pays d'exercice, pour prendre la relève avec peut-être une conclusion assez claire pour guider le collègue ou la collègue qui n'est pas forcément une valence cardio-oncologique très forte. Sachant que ceux qui ont été traités pendant l'enfance, l'adolescence et l'adulte jeune, eh bien c'est un peu particulier et justement ça va faire partie, en grande partie de ma présentation. En fait, ils sont à très très haut risque d'événements cardiovasculaires. Ça, c'est 200 000 patients d'assurance maladie privée, en l'occurrence états-uniens, lorsqu'ils ont été traités pour une hémopathie maligne ou un cancer solide entre 15 et 19 ans, eh bien 7% d'entre eux étaient décédés avant l'âge de 60 ans de causes cardiovasculaires. Donc une fois qu'ils ont survécu à leur cancer pendant 5 ans, ils ont 2 autres épées Damoclès, le deuxième cancer ou la pathologie cardiovasculaire. Ça, ce sont des données qui émanent d'une équipe française, IGER et INSERM, et c'est une étude cas témoins au sein d'une très grande cohorte d'enfants traités pour un cancer solide cette fois-ci. Et ce qu'ils avaient montré, c'est que ceux qui présentaient une insuffisance cardiaque alors qu'ils avaient été traités enfants, donc là, ce n'est pas des adolescents, ils avaient tous moins de 15 ans, eh bien, avaient présenté en général une insuffisance cardiaque lorsqu'ils ont présenté une à un âge jeune, en médiane à 25 ans. Et les facteurs associés, c'était la dose totale reçue au cœur, le fait d'avoir eu beaucoup d'anthracycline et également des agents alkylants. Et donc, vous voyez que, par les recommandations de l'ESC, vous avez d'autres classifications pour les enfants adolescents, avec une classification indépendamment de la radiothérapie reçue en fonction de la dose totale de doxorubicine reçue. Et donc, en pratique, comment fait-on lorsque l'enfant, l'adolescent devenu adulte est à haut risque, c'est-à-dire plus de 400 mg par mètre carré de doxo équivalent ou plus de 250, en fait, en gros, on les met dans le même sac, eh bien, normalement, il faudra leur faire une échocardiographie tous les 2 ans, d'accord ? Sachant que ceux qui sont à faible risque, c'est-à-dire qui n'ont reçu moins de 100 mg par mètre carré de doxorubicine ou pas de doxorubicine et pas d'irradiation, a priori, ces patients-là n'ont pas besoin de suivi après. D'accord ? Donc, ce n'est pas la peine de dire à tous les survivants de cancer de l'enfance et de l'adolescence, vous avez besoin d'un suivi à vie. Certains d'entre eux qui n'auront reçu pas d'anthracycline, pour ainsi dire, inférieur ou égal à 100 mg par mètre carré. En général, ils reçoivent plus ou ils n'en reçoivent pas du tout. Et pas d'irradiation médiastinale, n'ont pas besoin d'un suivi forcément d'après un groupe de travail international qui s'intéresse à la question. Au-delà des anthracyclines, la radiothérapie, il y a d'autres molécules qui donnent des cardiotoxicités de type insuffisance cardiaque lorsqu'ils ont été enfants, notamment l'amitoxantone, qui est un équivalent d'anthracycline que l'on donne essentiellement dans les hémopathies malignes, dans la leucémie aiguë, mais aussi la cyclophosphamide, d'accord ? Donc ça confère un surrisque, et ces molécules-là ne sont pas vraiment dans les algorithmes de l'ESC. Pour vous dire que plusieurs équipes ont essayé d'identifier les facteurs le plus fortement associés à la survenue de cardiotoxicité ultérieure, et globalement, en fonction d'une étude à l'autre, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que les méthodologies ne sont pas tout à fait les mêmes. Globalement, c'est la dose totale cumulée de doxorubicine et la dose moyenne reçue au cœur, et c'est ça qui ressort à chaque fois. Et au-delà de l'insuffisance cardiaque, ces patients-là, lorsqu'ils ont été irradiés à l'âge jeune, ont un surrisque de coronaropathie nettement supérieur à celle de la population générale. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas seulement faire une échocardiographie, mais aussi tout simplement d'interroger les patients, corriger les facteurs corrigibles et faire des électrocardiogrammes. Car l'apparition d'anomalies à l'électrocardiogramme est un facteur associé à des événements coronaires.
Donc pour résumer, le suivi à long terme nécessite, avant de le planifier, une stratification, et on a maintenant un outil qui est l'outil de IQOS, téléchargeable sur votre téléphone, qui vous permet en quelques clics de classer le patient à faible, moyen, haut ou très haut risque. Le risque dépend essentiellement du traitement oncologique, mais pas que, c'est-à-dire des facteurs de risque cardiovasculaire classiques. L'échocardiographie est vraiment la pierre angulaire pour le suivi à moyen long terme de ces patients, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier l'examen clinique, donc l'interrogatoire au premier lieu et l'ECG. Et enfin,